et on vient tout juste de partir. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Confrérie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Alexia Demacor, qui est nutritionniste, qui a un doctorat en nutrition sportive. Bienvenue, merci énormément de prendre le temps en ce moment. J'apprécie beaucoup que tu prennes un peu de temps dans ton horaire chargé parce que comme on en parlait tantôt, avant de commencer l'enregistrement, les instituts sportifs de haut niveau n'ont pas nécessairement arrêté. Fait que toi, tu n'es pas tant en vacances en ce moment-là. Tu n'es pas tant dans le confinement, là. Non, il y a eu, ben d'abord, merci de l'invitation. Il y a eu une petite pause. En mars, ça a comme ralenti, mais depuis que nos athlètes sont de retour à l'entraînement, ça n'a effectivement pas arrêté. C'est super parce que ça fait longtemps que tu es sur ma liste de personnes à avoir sur le podcast. Fait que je suis vraiment content qu'on prenne le temps pour plusieurs raisons. Tu as un curriculum qui est assez intéressant. Premièrement, un doctorat J'imagine que c'est un doctorat en nutrition, tu as aussi fait le bac en nutrition, fait que tu es probablement nutritionniste. Ouais, fait que nutritionniste, Exact. doctorat en nutrition sportive, ce qui est très très cool parce que il y a définitivement certaines nuances avec les populations sportives qui doivent être soulignées. Fait que je trouve ça très le fun que tu aies cette expertise-là parce que c'est les gens qui vont écouter, vont être des sportifs, des entraîneurs, vont avoir un intérêt très très fort pour ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu as travaillé avec des athlètes de très très haut calibre. On parle du Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque, tu es consultante pour l'Institut national du sport, puis Patinage Québec aussi. Fait que quand même du très très haut calibre. Fait que c'est vraiment un plaisir d'être là. Puis la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse cette entrevue-là aujourd'hui, c'est surtout à cause que on est dans un temps euh, inhabituel qu'on pourrait appeler avec définitivement des changements dans notre environnement, définitivement des changements dans les rouages même de la société, avec le sens que le confinement, la pandémie, tout ça. C'était clairement une opinion parce que je voyais dans ma pratique des gens qui avaient tendance à compenser un peu dans leur alimentation. Puis là, la ligne entre des troubles alimentaires va être peut-être à préciser un peu après. Mais tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait effectivement une petite canalisation qui était. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher la meilleure au Québec pour parler de ça, avec les populations sportives. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. On avait commencé à jaser un peu avant qu'on starte. La première chose, c'est est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois de ton côté à toi, une certaine canalisation dans l'alimentation? Ben, je pense que nous, tu sais, qui travaillons avec des athlètes, avec des troubles d'alimentation, on le voit. Dans nos pratiques, il y a vraiment une augmentation des cas. Mais c'est aussi quelque chose que les intervenants en sport voient en ce moment aussi. Quand je parle à différents préparateurs physiques, à différents clubs sportifs, je pense que tout le monde voit qu'actuellement, il y a une augmentation de l'incidence des troubles de l'alimentation ou des problématiques alimentaires et non nécessairement dans des sports où on pourrait s'y attendre. Dans certains sports où le poids n'est pas nécessairement un enjeu pour la performance, on voit en ce moment des problématiques alimentaires. Et je pense que c'est préoccupant. OK. Puis ça j'ai vraiment aimé ce que tu as dit en ce moment parce que tu as fait une séparation entre des problématiques alimentaires puis des troubles alimentaires, si j'ai bien entendu. Cette ligne-là est où? Puis où est-ce qu'on fait la différence? Mettons, jusque où est-ce que un entraîneur devait référer à quelqu'un pour traiter ça? Ou est-ce que dès qu'on a des doutes, on devrait envoyer? Comment ça marche? Parce que, tu sais, je pense que c'est logique d'assumer que le stress extérieur, avec tous les changements, avec toute l'incertitude, finit par être assimilé par la personne jusqu'à un certain point, puis ensuite canalisé comme dans l'alimentation. Mais comment est-ce qu'on gauge ça, mettons? Je pense que la première chose, c'est de voir l'alimentation sur un continuum. D'un côté, en fait, on a ce qu'on appelle l'alimentation saine. Des habitudes alimentaires qui sont équilibrées, une image corporelle qui est relativement positive. Puis après ça, au milieu, on a ce qu'on appelle l'alimentation déséquilibrée. En anglais, on va utiliser le terme disordered eating. En français, dépendamment des traductions, les mots vont être un petit peu différents. Et moi, j'utilise alimentation qui est déséquilibrée. Ça, c'est des gens qui, de façon sporadique ou éventuelle, vont avoir certains comportements qui sont déséquilibrés. Ça peut être, par exemple, faire un régime, fait qu'avoir une restriction alimentaire pour une courte période de temps. Ça peut être d'essayer une fois comme ça, c'est un vomissement après un repas. Ça peut être d'avoir une préoccupation un petit peu plus importante que d'habitude, sauf que c'est pour une durée relativement limitée. Puis après ça, les gens, souvent, ils vont retourner dans ce qui est une alimentation normale ou une alimentation plus saine. Par contre, si on reste trop longtemps dans ce qui est l'alimentation déséquilibrée, bien, il y a des chances qu'on se retrouve à l'autre bout du continuum, c'est-à-dire les troubles de l'alimentation. Puis il y en a 3 au niveau clinique, en fait, qui sont vraiment spécifiés, définis par la Bible des maladies, dans le fond, psychiatriques. Fait que le DSM-5, c'est l'anorexie nerveuse, la boulimie nerveuse, puis l'hyperphagie boulimique. Donc ça, c'est pas mal la définition. Puis pour répondre à ta question, la ligne est où? Je pense que c'est là qu'est la complexité.
Parce que d'un côté, au niveau des critères diagnostiques, ben ça, c'est médical. On a des critères diagnostiques c'est assez précis, assez simples. Mais en même temps, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont un diagnostic de troubles alimentaires non spécifié, c'est des troubles alimentaires qui présentent pas nécessairement tous ces critères diagnostiques-là, mais les gens vont avoir une souffrance qui est tout aussi importante. On parle de quoi, mettons? Ça ressemblerait à quoi plus concrètement, des critères de ça, sans avoir le trouble en soi? Ben, tu sais, quand on parle, mettons, de la boulimie, ben, il faut qu'il y ait une fréquence spécifique de vomissement pour que ça rentre dans le critère diagnostic. Ouais. Si, par exemple, on a tous les autres, on a des pertes de contrôle alimentaire, on a des compensations, fait que ce soit vomissement ou que ce soit un exercice physique qui est intense pour compenser justement la crise de boulimie, mais que la fréquence n'est pas telle que c'est défini par le DSM-5, ben à ce moment-là, on ne peut pas le considérer comme étant un cas de boulimie, fait qu'on va le considérer comme un trouble alimentaire, dans le fond, qui est non spécifié. Mais ça, c'est plus des détails. Mais dans le fond, là où je veux en venir, c'est comment, quand on travaille avec des gens, comment on sait où justement la ligne, parce que c'est pas notre travail, d'émettre je pense, en fait, c'est pas, je pense, mais quand on est préparateur physique ou quand on travaille dans le gym avec un athlète, c'est que la ligne, elle se dresse où? En fait, il y a deux ou trois éléments qui sont super importants. Un, est-ce qu'il y a présence de détresse? Fait que, est-ce que, dans le fond, l'alimentation prend tellement de place dans la vie, puis ça augmente tellement l'anxiété que la personne vit une détresse? Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, est-ce que ça crée un déficit fonctionnel? Fait que, est-ce que en fait, les préoccupations par rapport au poids, par rapport à la silhouette, par rapport à la nutrition, sont telles que ça va avoir une influence, justement, sur la capacité de la personne à pouvoir effectuer ses tâches au quotidien. Fait que si c'est un athlète, ce serait de pouvoir s'entraîner de façon adéquate. Si c'est monsieur, madame, tout le monde, ce serait d'être capable d'être efficace et de bien travailler, dans le fond, c'est à ce moment-là. Puis, est-ce qu'il y a une peur excessive? Fait que quand on parle de peur, souvent on fait le parallèle avec une phobie. Fait que c'est une réelle peur de gagner du poids. Fait que ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants, puis je pense qu'ils peuvent définir. C'est clairement le trouble d'alimentation aussi. Puis c'est intéressant parce que c'est toutes des limites qui sont un tant soit peu subjectives versus si tu fais de l'HTA à 120 sur 80, mettons. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de mesures plus concrètes qui demandent, qui permettent un certain noir ou blanc qui rendent l'affaire un peu plus facile. Tu sais, j'ai aimé beaucoup ce que tu as dit avec l'idée qu'il y a un certain transfert dans la vie des gens, mais on voit ça vraiment souvent avec des gens qui tombent en perte de gras aussi ou qui vont utiliser le confinement pour se transformer, whatever le terme qu'on veut utiliser. Ça va demander un gros focus sur ton alimentation pour réussir à maintenir une perte de gras. Fait que tu sais, des gens qui ont tombé dans des interventions pour travailler leur physique en ce moment, est où la ligne entre quelqu'un qui juste met ça de l'emphase puis est obsédé ou ça prend trop grande place? Tu sais, c'est quand même sujet à l'interprétation un peu, je pense. Ça. C'est encore plus chez les athlètes. Parce que chez les athlètes, dans le fond, la performance a vraiment le dos large. Mais tu sais, dans le fond, ça peut être normal, entre guillemets, de compter ses calories. Ça peut être normal d'être préoccupé par rapport à son poids. Si on pratique un sport à catégorie de poids, ça peut être normal de devoir compenser après l'exercice, après, dans le fond, avoir trop mangé par l'exercice. Fait que c'est toutes des choses comme ça où, comme intervenant, je pense qu'il faut avoir notre radar allumé parce que à court terme, on peut penser que c'est pas si grave que ça, mais si un réel trouble alimentaire prend la place, le plus longtemps il va être présent, le plus difficile, puis le plus difficile il va être à traiter, mais le plus long ça va prendre, c'est avant justement que le traitement fonctionne aussi. Puis c'est vraiment intéressant comme entrée ça, parce que tu sais, les troubles alimentaires sont définitivement quelque chose de négligé, puis je parle hors de mon chapeau, ça n'a absolument rien à voir avec mon expertise, mais tu sais, je me rappelle d'intervenants en milieu sportif. Là. On a des plans alimentaires, la personne va suivre le plan, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on roule, il faut que tu suives tes macros, mon homme, c'est vraiment important. Puis là, après 10 ans d'expérience là-dedans, ben, j'ai jamais passé autant de temps à référer à des nutritionnistes. Juste dans les dernières semaines, j'en ai envoyé, je pense, 4 ou 5. Fait que il faut juste être exposé une ou deux fois à ça pour se rendre compte de la gravité, de l'impact que ça peut avoir, puis de l'importance que, comme tu as dit, dès qu'il se passe moindrement quelque chose qu'on n'est pas sûr, puis tu as fait une super job de dire les critères. Tu as parlé de détresse psychologique, de nuire à toute capacité fonctionnelle ou capacité de performance, mais de comprendre que les répercussions de ça vont bien au-delà de
as-tu atteint ton 2 livres de moins cette semaine? Là? Ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Tout à fait. Puis moi aussi, personnellement, comme nutritionniste, dans le fond, ma pratique, elle a évolué beaucoup. C'est à cause de ça, dans la mesure où souvent, quelqu'un vient voir, OK, il veut perdre du poids pour optimiser sa performance, OK, c'est logique sur papier. C'est ça. Est-ce que mon intervention va créer plus de tort que de bien réel? Puis, je veux pas, là, je dirais que 90% de ma pratique, c'est des athlètes, des artistes de cirque, des danseurs avec des problématiques alimentaires. Fait que c'est pas mal ce que je vois. T'es ciblé pas mal, ouais. Comment est-ce que tu t'es ramassé là? Je vais te laisser finir ton idée, excuse. Après ça, je vais... je vais t'expliquer ça. Mais ça fait en sorte que dans les éléments déclencheurs, des problématiques alimentaires, souvent, je l'entends, c'est le plan, c'est que à partir du moment où j'ai suivi un plan, que ça par quelqu'un de qualifié ou de moins qualifié, c'est sûr qu'on ose espérer que quand c'est par un professionnel de la santé, il va y avoir un accompagnement qui va être fait, mais pas pour mettre de blâme sur personne, mais dans la mesure où ça peut être un élément déclencheur. Il faut, comme nutritionniste, qu'on soit bien outillé à pouvoir dépister la présence éventuelle de problématiques. Puis maintenant, clairement, je donne mon avis professionnel. Si je juge que la personne, ça ne va pas l'aider d'avoir un plan alimentaire spécifique ou d'avoir des lignes directrices trop précises au niveau de son alimentation, sachant que ça peut déraper, je le dis à la personne, que je l'accompagne, mais autrement à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis c'est de là l'importance aussi de ne pas avoir peur de repérer puis d'être conscient de c'est quand que ça sort de tes lignes. T'sais. Puis je pense que en tant que nouvel intervenant, indépendamment si c'est professionnel de la santé ou non, tu as l'impression que toi, tu es l'élu de Dieu, tu es la personne envoyée de shit, la personne qui va régler tous les problèmes, mais tu sais, des fois, il y a, comme tu dis, je pense que c'est pas rare que la règle de toutes les disciplines, indépendamment de la discipline de la santé, la règle numéro 1, c'est ne fais pas plus de mal. c'est ça la base de la base, puis je pense que lorsqu'on tombe dans des problématiques alimentaires comme ça, c'est pas si dur que ça, faire plus de mal que de bien. Là. Fait que, j'ai beaucoup aimé comment tu as amené l'idée, garde, on vous demande pas d'avoir des connaissances de nutritionniste là-dessus, mais c'est important que votre lumière soit allumée, que votre radar soit allumé, puis que si jamais il y a un signe ou il y a de quoi, qu'il y a quelque chose qui déclic. Ça, je pense que j'ai bien aimé ce que tu as dit là-dessus. Là. Pour répondre à ta question, comment je me suis rendue là? Ouais, c'est ça, c'était ça que ça en venait, ouais. En fait, c'est un concours de circonstances. Fait que, moi, ce que je voulais faire, c'est la nutrition du sport, la nutrition de performance. Fait que, rapidement, quelques mois après avoir gradué, on m'a offert un job sous le sol du soleil. Puis, c'était un univers que je connaissais du point de vue spectateur, mais pas de l'interne nécessairement. Fait que tranquillement, j'ai apprivoisé un petit peu ce monde-là. Puis, d'année en année, je suis devenue presque temps plein. Dans le fond, j'étais employée initialement pour eux. C'est sûr que c'est des artistes qui sont sur scène, c'est des disciplines où le poids a une importance. Oui, d'une part, oui, au niveau de l'esthétisme, mais juste d'un point de vue performance, dans le fond, si on parle d'un équilibriste qui porte son propre poids, c'est sûr que la demi-livre ou la livre de plus, cette personne-là va la sentir dans le fond aussi. Fait que comment pouvoir naviguer puis assurer une relation saine avec l'alimentation dans ce contexte-là, c'est quand même pas évident. Fait que là, rapidement, les artistes venaient me voir, puis souvent, ils venaient me voir pour que je les aide à perdre du poids, mais des fois, ils mangeaient 600, 800 calories par jour, puis leur poids, il diminuait pas. Puis, à l'époque, il y avait quand même moins d'études que maintenant. Ça, je te parle d'il y a 15 ans. Fait que ça fait un bout. Puis, il y avait quand même beaucoup moins de littérature scientifique qu'il y en a aujourd'hui sur la thématique de la faible disponibilité dans le fond énergétique chez les athlètes. Donc là, juste l'orthorexie, ces affaires-là, juste l'orthorexie, bigorexie, ça n'avait pas été défini, puis ça n'avait pas été statué de c'est quoi, on recule juste de 5-10 ans, tu sais. Fait que c'est vrai, comme tu dis, en termes de le petit retour dans le temps, dans cette littérature-là très précise, ça a dû changer de game assez significativement. C'est ça à plein de niveaux. Puis en même temps, quand tu es en sport, tu regardes la littérature scientifique, c'est les lignes directrices, c'est le fun, mais ça vaut pas l'expérience. Puis quand tu as une personne souffrante devant toi, puis qui faut qu'il perde du poids parce que tu veux l'aider aussi. Là, tu es un peu mal pris parce que tu dis, je peux pas lui faire manger 500 calories par jour. Un, puis deux, je veux dire, à un moment donné, ça fonctionne pas. Le corps... bref, j'ai comme pris un petit peu là-dedans, puis avec le temps,
je me disais que j'étais pas assez formée. En nutrition, dans le bac, on n'a pas, on a un cours peut-être de 3 heures sur les troubles alimentaires, mais c'est pas mal tout. Fait qu'on a un petit survol. On n'est pas outillé pour pouvoir intervenir adéquatement avec ces problématiques-là. Fait qu'il y avait un intérêt. Puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler avec le sport de haut niveau. Puis ça a comme tombé que c'était majoritairement des disciplines, dans le fond, aqua-artistiques. Fait que plongeon, patin artistique, gymnastique. Fait que là, j'avais des athlètes qui se restreignaient, j'avais des athlètes, des fois, qui vomissaient, j'avais des athlètes qui avaient des grosses préoccupations par rapport à leur alimentation. Puis là, je me disais, bon, faut que je me forme là-dedans. Fait que je suis allée me former, mais beaucoup plus du côté clinique, beaucoup de formation, mais en même temps, ça correspondait pas à ma réalité en sport non plus. Fait que oui, c'est intéressant pour quelqu'un dont le poids a aucune importance dans la vie ou qui n'a pas à performer, mais comment on peut imbriquer justement l'aspect performance dans le traitement. Fait que ça, c'est un gros point d'interrogation. Dans la littérature scientifique, il n'y avait vraiment rien à propos de ça. J'avais commencé à mettre sur pied un protocole, dans le fond, d'intervention pour la gestion des cas de troubles alimentaires au sol du soleil. Fait que j'avais vraiment beaucoup fouillé la question. Puis, quand même, moi, c'est très hot, ça. Quand même, ça niaise pas. fait que je m'étais vraiment renseignée et tout, mais je me disais que je ne sais pas quoi faire concrètement avec ces athlètes-là, encore pour les aider. Je suis allée, comme tu le sais, les problématiques alimentaires, oui, la nutrition, c'est souvent le symptôme, mais c'est une maladie mentale. Fait que l'aspect psychologique est nécessairement super important. Fait que là, je suis allée trouver, dans le fond, mon acolyte psychologue, qui, là, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Puis, à l'opposé en psycho, il y en a peu qui travaillent en troubles alimentaires puis qui connaissent les athlètes et leur réalité, dans le fond, aussi. Fait qu'elle, dans le fond, c'est Jodie Richardson, la clinique Connect. Puis, elle, en fait, son mari, c'est un ancien athlète, fait qu'elle comprenait c'était quoi, les athlètes. Puis là, elle m'a coachée, elle venant, dans le fond, d'un background vraiment troubles alimentaires. Elle a fait son doctorat à Douglas. Elle a travaillé longtemps à Douglas, dans le fond, qui est l'hôpital à Montréal, qui est spécialisé en troubles alimentaires. Fait qu'elle, m'a coaché beaucoup en troubles alimentaires. Puis moi, je l'ai coaché beaucoup, dans le fond, avec les athlètes. Fait qu'elle, elle voyait tous mes athlètes, mes artistes de cirque, mes danseurs avec des problématiques. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis on a développé une approche super intégrée qui est vraiment intéressante. Fait qu'on a comme créé, dans le fond, notre propre expertise. Puis là, on a nos programmes de formation pour former les autres nutritionnistes. Fait qu'on a comme mis sur pied des choses que nous, on aurait aimé avoir, c'est plus tôt dans notre pratique parce que ça n'existait pas. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool ça. Puis tu sais, j'aime beaucoup la métaphore que tu fais avec le milieu sportif parce qu'on part d'un aspect vraiment plus méthodologie et de la science, là, vraiment juste créer des études scientifiques. L'aspect que tu l'as vraiment bien souligné en disant que tu te ramasses avec un sous-échantillon d'un sous-échantillon d'un sous-échantillon. Tu sais. Lorsque tu fais une strate de population aussi précise que les athlètes, puis toi, tu te ramasses avec non seulement les athlètes au sens large, parce que c'est pas tous les athlètes qui ont, comme tu as dit, l'incidence du poids ou son importance est aussi capitale que la tienne, mais tu te ramasses avec une très, très, très petite partie de la population qui a les covariables prennent une grosse maudite importance à mener parce que tu arrives avec plein de choses que tu es comme ça. Peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ça change pas grand-chose, mais pour quelqu'un comme ça pourrait être la différence entre la vie. Sans vouloir être dark avec ça, sans vouloir être un peu plus sombre avec ça, moi, je suis dans le monde de l'entraînement, beaucoup plus dans le monde du fitness. Je suis pas beaucoup dans le monde du fitness, mais je suis dans la sphère de l'entraînement en résistance, appelons ça comme ça. Là. Fait que, sport de force, bodybuilding, crossfit, rempli tout. Je suis un peu dans cette gang-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de pages Instagram, il y a beaucoup de programmes YouTube qui sont des troubles d'orthorexie carrément glorifiés, où est-ce que la personne elle se fait donner une tribune qu'elle peut exploiter, puis là, le monde s'attaque à ça ou met ça sur un piédestal au nom de la motivation puis de l'inspiration, mais t'es comme, la personne a une sérieuse détresse en arrière de ça, tu sais. Puis ça, cette problématique-là, dans mon monde, est très présente, fait que j'imagine pas que quand t'arrives avec des sports où est-ce que là, l'apparence est cruciale, comme tu as dit. C'est juste la métaphore du handstand, de l'équilibre que tu as dit. Moi, j'ai fait un cycle de gain de masse musculaire dans les derniers mois. Puis, je pratiquais beaucoup d'handstand, de l'équilibre sur les mains, dans le premier confinement. Fait que ça fait pas des années de ça, là. Ça fait comme 4 ou 5 mois. Puis là, j'ai 5 livres over qui sont pas nécessairement du gras. Puis, hey, c'est le jour puis la nuit, là. J'ai vraiment, vraiment de la misère avec mon équilibre, là. Puis, c'est juste un 5 livres. Fait que, tu sais, puis je suis pas élite, là. Je suis pas en train de faire des handstands sur 2 doigts puis des affaires comme ça sur une corde, là, tu sais. Fait que je pense que ce que tu as dit a une grosse importance là-dessus, là. Tout à fait. Puis, tu sais, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est les effets de la restriction.
Fait que, tu sais, la restriction alimentaire, puis quand on parle de restriction, c'est pas juste une restriction en termes de quantité de calories. Fait que oui, il y a la restriction, c'est quantitative, mais la restriction cognitive, fait que toutes les règles alimentaires, c'est aussi puissant dans le fond, puis ça fait autant de dommages que une restriction calorique serait trop importante aussi. Fait que ce qu'on marque, c'est, parce que tu parles de CrossFit, puis moi j'ai fait du CrossFit pendant plusieurs années aussi, fait que je connais quand même ce monde-là. À quel gym, à quel box? Dans mon autre vie, avant d'avoir des enfants. C'était à quel gym? Je suis curieux. Où est-ce que tu faisais ça? Au MEC, avec Marie-Émilie Perrault, avec son temps Chardel. Fait que super Marie-Émilie. En fait, initialement, c'était l'usine CrossFit dans le fond à Boucherville. Ça a changé. Bref, fait que j'ai suivi avec Marie-Émilie qui est vraiment super. Donc, mais dans la mesure où j'ai quand même côtoyé beaucoup de CrossFitters, fait que je connais quand même ce monde-là. Puis je t'avoue que moi, quand j'allais m'entraîner, je n'étais pas dans mon chapeau de nutritionniste, là, c'est que je faisais comme, je fermais mes oreilles sur tout ce qui était, je voulais pas intervenir, puis dire mon opinion professionnelle, mais j'ai quand même pu observer ce milieu-là aussi. Puis ça pour dire que c'est quelqu'un qui fait des changements en son alimentation pour perdre du poids ou pour changer sa composition corporelle. Suivre un plan alimentaire à court terme ou des règles alimentaires à court terme, ça fonctionne. Souvent, on perd du poids, puis ça fonctionne, puis on s'est valorisé beaucoup, beaucoup. Sauf que l'effet moyen, court terme, la restriction alimentaire, qui est tout à fait normal, entre guillemets, c'est les pertes de contrôle. Mais ça, on n'en parle pas. Parce que les pertes de contrôle alimentaire, c'est hyper honteux, c'est hyper souffrant. Puis beaucoup de gens, dans le fond, ne vont pas se consulter, justement, parce que, ils pensent que c'est eux qui ont un problème, puis ils comprennent pas pourquoi ils ont ces comportements-là. Mais c'est très souffrant parce que à chaque fois que j'en parle, avec les gens qui viennent dans mon bureau, souvent ils se mettent tabou, à pleurer, puis c'est tabou, c'est la chose qu'ils n'ont pas envie de partager nécessairement non plus. Mais quand ils comprennent que c'est pas un manque de volonté ou c'est pas parce qu'ils sont pas capables de se contrôler, mais que c'est vraiment juste un effet normal, la restriction quantitative ou la restriction cognitive, bien là, ça donne un autre sens, je pense, à la problématique aussi, puis ils réalisent que, OK, ben c'est pas de ma faute, mais c'est quelque chose qui est juste normal. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose à souligner et qui est super important. Le fait que d'avoir des pertes de contrôle au niveau alimentaire, c'est fréquent, mais c'est pas normal. Dans la mesure où. Une seconde, je vais aller fermer, j'ai une alarme qui sonne, je reviens, ça sera pas long. OK, vraiment désolé. Vraiment désolé. Ouais, fait que non, l'idée des pertes de contrôle, comme tu disais, c'est super intéressant parce que même d'un point de vue purement physiologique, là, on va tomber dans un modèle de gestion d'énergie pure et nette. Il y a beaucoup de monde qui se mettent sur des restrictions quand même assez sévères, mais que le phénomène de binge à la fin, c'est juste ça qui s'empêche de progresser, tu sais. Fait que quand tu arrives avec ton idée de c'est tabou, c'est dur à travailler, ça te fait un beau mélange pour rendre la situation un peu chaotique, là, je pense, là. Tout à fait. Puis, un portrait qu'on voit quand même très, très souvent, c'est des gens où leur nutrition est parfaite pendant la journée. Fait que tout est réglé au quart de tour, tout est soigneusement choisi, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des quantités, dépendamment des cas. Puis là, paf, ils arrivent le soir, puis ils ont des pertes de contrôle alimentaire. Puis ils ont comme l'impression que ça a comme effacé tout le bien qu'ils ont fait dans la journée aussi. Puis ils se définissent beaucoup comme personne en fonction de ces comportements-là aussi. Fait que c'est vraiment psychologiquement difficile. Mais je pense que les gens qui écoutent ton podcast, qui vivent des choses comme ça, ben en allant chercher de l'aide, c'est des choses qui se travaillent dans le fond beaucoup. C'est comme les pertes, l'hyperphagie nocturne. C'est le fait d'aller manger dans le fond la nuit. Ça, j'en ai beaucoup. Non, mon Dieu, ça a un nom. Ça s'appelle de l'hyperphagie nocturne. OK, je savais pas. Quand tu es rendu à nommer le phénomène, c'est qu'il est présent normalement. Tu sais, quand tu rajoutes le nocturne à la fin, les gars, on a vu ça une couple de fois, les gars. Oui, ça aussi, c'est super tabou. Tu sais, les gens n'en parlent pas parce que c'est des gens qui souvent, là, ils se couchent le soir, puis ils se réveillent le matin, puis ils vont découvrir, en voyant l'état de leur cuisine, ce qu'ils ont mangé la nuit. Fait que c'est des gens qui n'ont aucune idée, dans le fond, les quantités et les aliments qui vont être mangés. Fait que c'est très, très souffrant, dans le fond, comme phénomène aussi. Oui, c'est clair. Puis admettons qu'il y a quelqu'un
Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'aller voir quelqu'un, en effet, là, si jamais tu penses que tu as des problèmes avec ça. Mais as-tu des pistes d'intervention, as-tu des pistes de solutions concrètes que les gens pourraient commencer à... Comment est-ce qu'on peut commencer à réfléchir puis à s'améliorer un peu là-dessus pour la personne? Est-ce que c'est automatiquement une consultation ou il y a certaines pièces qu'elle peut mettre? Ben, moi, ce que j'invite les gens à faire, puis je le fais en début de consultation, aussi en début de plan de traitement, c'est d'observer nos propres comportements. Ouais. Parce que si éventuellement on veut travailler à les modifier, mais il faut observer. Est-ce que j'ai des règles alimentaires? Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut être super subtil aussi. Hein? Mais non, je mange bien parce que ça me tente. OK? Mais dans le fond, souvent, c'est comme on s'autorise juste des quantités spécifiques ou on catégorise les aliments comme étant bons, mauvais, santé, pas santé. Ouais. Donc, juste d'être à l'écoute puis d'essayer quand on fait un choix alimentaire, c'est pour quelle raison, puis est-ce que ça suit une règle. Fait que ça peut être intéressant. La compensation, on ne devrait pas compenser, dans le fond, c'est pas parce qu'on mange un dessert qu'il faudrait aller courir après. C'est pas parce qu'on mange trop que nécessairement il faut compenser en ajoutant un exercice physique. Fait que ça aussi, c'est ce qu'on considère comme étant un comportement, c'est Oui. problématique, la compensation. Fait que d'observer, est-ce qu'on a ce pattern-là? Puis si on essaie de modifier cette habitude-là ou si on essaie de ne pas le faire, est-ce que ça augmente beaucoup, beaucoup notre anxiété? Fait que ça peut être des pistes peut-être pour nous aider à observer si c'est problématique ou pas. Puis les vérifications, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup abordé, mais est-ce qu'on vérifie, dans le fond, notre look en se regardant dans le miroir 45 fois par jour? Est-ce qu'on se pèse? C'est quoi notre relation avec la balance? Est-ce qu'il faut, dans le fond, qu'on se pèse tous les jours? Est-ce qu'on va devoir modifier nos habitudes alimentaires ou d'exercice de la journée en fonction du chiffre qu'on a vu sur la balance? Ouais. Si, est-ce qu'on est capable de réduire la fréquence de peser ou pas? Est-ce que ça augmente notre anxiété? Fait que, il y a plein de choses qui vont être vues. Puis, éventuellement, ce qu'on veut, c'est réduire tous ces comportements-là progressivement parce qu'à chaque fois qu'on les adopte, ça renforce nos préoccupations. Fait qu'on est comme pris dans un cercle vicieux, entre autres à cause de ça. OK, ouais, j'aime beaucoup ta métaphore du cercle vicieux. Puis concrètement, cette idée-là est vraiment intéressante aussi, où est-ce qu'on arrive juste à être conscient de ça, tu sais. Puis en activité physique, lorsqu'on fait des modifications vraiment dans l'activité physique, la première étape, c'est toujours ça. Tu sais. C'est la personne, elle arrive, elle dit moi, je suis assez active, je bouge assez active dans la journée. All right, tu sais, prends-toi un Fitbit, mesure ça pour le fun. Puis là, les 2 premiers jours, là, bizarrement, là, sont 10 000 pas. Mais après 3-4 jours, là, c'est pas trop long que ça revient à 3-4 000, mais la personne dans sa tête est super active. Elle bouge en masse, elle fait toutes les affaires, mais tant que tu n'as pas une mesure objective, je pense que c'est un peu la malédiction humaine. Puis si je me trompe pas, c'est du Descartes, ça, ou est-ce que ouais, c'est de la double ignorance, en fait, c'est du Descartes, là. C'est carrément le tu sais pas ce que tu sais pas. Puis dans le cas d'un phénomène comme tu parles avec des troubles alimentaires, ben, cette roue-là, elle devient assez significative à m'amener, parce que tu as parlé de stress, mais il y a aussi la notion que si la personne n'est pas dans ses patterns, puis on voit ça beaucoup avec des athlètes, tu sais, où est-ce que la personne elle a sa routine, elle a sa affaire, puis il y a beaucoup de superstitions. C'est pas rare d'avoir des athlètes qui ont carrément des rituels avant des compétitions, des affaires comme ça, que s'ils font pas leur rituel, ils sont super anxieux. Là. Là, sont comme... Puis souvent, ça va s'inscrire dans un cadre un peu plus large où est-ce que le fait de pas suivre des trucs problématiques, ça fait de l'anxiété. Puis là, tu suis de l'anxiété parce que tu suis pas des trucs problématiques qui sont le problème à la base. T'es comme, OK, ça vient sérieux, c'est pas long. Là. Tout à fait. Puis au niveau, en fait, je vais te donner une métaphore que je partage toujours en consultation. OK? Fait que C'est tout souvent, on va faire le Socrate. parallèle. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup passé. Quand on parle de préoccupation par rapport au poids, c'est quand même quelque chose qui est super abstrait. C'est dans la mesure où c'est pas quelque chose qui se mesure. C'est pas quelque chose qui est... mais souvent, on parle de parallèle. En fait, j'ai volé l'analogie à ma partenaire psychologue, là, c'est que je vais donner le mérite, mais je la trouve bonne, c'est que j'utilise. Donc, on fait souvent l'analogie avec la phobie des chiens. OK? Fait que, dans le fond, quelqu'un qui a une problématique alimentaire, qui a un trouble de l'alimentation, il y a une phobie de la nourriture. En fait, c'est pas tant de la nourriture, mais il a peur des effets de la nourriture. Il a peur de prendre du poids. Ouais. Comme quelqu'un n'a pas peur des chiens, mais la personne a peur de se faire mordre par un chien. Ouais. Fait que quelqu'un, en fait, je te pose la question, quelqu'un qui a une phobie des chiens, qu'est-ce qu'il fait pour gérer son problème?
Eh mon Dieu, je vais l'envoyer un psychologue. Moi, j'adore les chiens, je suis pas une autre personne. Ben, j'imagine que la réponse théorique, ça serait probablement une exposition constante à petite dose jusqu'à temps que la personne elle finisse par s'habituer au phénomène, là, I guess. Là. Mais, Ça pour le traitement, ouais, pour le traitement, mais à la base, quelqu'un qui a une phobie des chiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste l'éviter. Il va éviter, dans le fond, c'est les chiens. C'est à la base, dans le fond, avant de même réaliser que ça dérange la personne, parce que en même temps, si quelqu'un n'a pas à vivre avec un chien, ben il peut éviter les chiens toute sa vie, puis ça va être correct aussi. C'est pas grave, ouais, c'est ça. Sauf qu'on ne peut pas faire la même chose avec la nourriture. On ne peut pas éviter, dans le fond, de manger, ou on ne peut pas éviter la nourriture toute notre vie, parce qu'on en a comme besoin, évidemment, pour des. C'est dans ce contexte-là pour gérer notre anxiété par rapport à ça, que les règles alimentaires vont survenir. Fait que toutes les règles alimentaires, ils vont aider à sécuriser, dans le fond, beaucoup la personne. Puis, il va y avoir différentes méthodes qui vont être utilisées, mettons, la pesée, ou, faut que je rentre dans telle paire de pantalon, ou fait plein de petites méthodes dans le fond. Fait que les gens, ils vont vraiment utiliser ces stratégies-là pour gérer, dans le fond, leur anxiété. Fait qu'ils ont une obsession, puis ils vont avoir une compulsion pour les apaiser. Puis ça serait logique. Excuse-moi, je vais faire une métaphore après. Sauf que à chaque fois qu'on effectue ces comportements-là, ça vient renforcer nos préoccupations. Fait que ça, c'est un gros service en soi. Comme à chaque fois, en fait, que si je vois un chien sur le trottoir, je traverse la rue pour l'éviter, ça dit à mon cerveau, ben, si tu étais resté, en fait, sur le trottoir, tu te serais fait mordre par un chien. Est-ce qu'il est faux? Savais-tu, tu devais rajouter quelque chose avant que... Non, mais c'est ça, c'était là vraiment intéressant. J'allais dire, parce que tu as parlé beaucoup de ça nous sécurise de garder ces ancrages-là. Puis j'allais dire, ben là, ça fait du sens. Ça répond un peu à la question initiale que j'avais avec le qu'est-ce qui s'est passé en termes de confinement, avec toutes les insécurités financières, sociales, même les infrastructures sociétales qui sont un peu en train d'être brassées un peu. C'est ce désir-là de ne pas avoir de contrôle, mais là, doit être canalisé en termes de contrôle dans l'alimentation. C'était juste une question que j'avais dit. Est-ce que c'est ce phénomène-là que tu reçois? Dans le fond, c'est juste un désir de contrôler plein d'affaires qui sont plus contrôlables. Fait que tu remets ça ailleurs un peu. Ben, c'est sûr, le contrôle, parce que dans le fond, ce qui est au cœur des troubles de l'alimentation, c'est préoccupations par rapport au poids, la silhouette et son contrôle. Okay? Fait que ça, c'est comme les mots-clés. Fait que le contrôle, c'est sûr qu'il est excessivement important. Fait qu'ils ont peur de perdre le contrôle s'ils se laissent manger. Ils ont peur de perdre le contrôle s'ils sortent de leur cadre, dans le fond, de règles alimentaires. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui est excessivement important. Puis entre autres, si on vient à la pandémie, ben on s'entend qu'on a perdu le contrôle sur plein de choses du jour au lendemain. Fait qu'il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui se sont rabattus sur leur alimentation, sur leur corps, sur leur poids, parce que c'est la chose qu'ils pouvaient contrôler aussi dans le contexte actuel. OK. Très, très vrai. Puis, j'allais juste ajouter, pour terminer, dans le fond, mon analogie des chiens par rapport au traitement, parce qu'il a répondu un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour quelqu'un qui a justement une phobie des chiens en traitement. Quand on l'envoie chez le psychologue, comme tu suggérais tantôt, on va faire une exposition graduelle. Fait que première rencontre, on regarde une photo d'un chien. Après ça, un toutou. Après ça, on s'en va au parc à chiens, puis on regarde, dans le fond, les chiens de loin, mais ils ne peuvent pas venir proche de nous. Mais au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Dans la mesure où il faut, dans le fond, proposer à la personne des objectifs nutritionnels qui vont provoquer une anxiété ou générer une anxiété à peu près de 4 à 5 sur une échelle de 10. Dans la mesure où quelqu'un ne peut pas de lui-même se dire « OK, ben go, j'enlève mes règles alimentaires, ça va marcher. » Ben non. Parce que là, on est dans du 9, dans du 10 sur 10 au niveau de l'anxiété, puis c'est normal que ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut comme tester les choses petit à petit, puis on fait réaliser dans le fond que, ben, OK, il y avait peur, mais finalement, ça s'est bien passé, on l'a bien géré. Puis même si ça génère de l'anxiété, fait que la personne va avoir les outils, c'est souvent avec l'accompagnement de ses psychologues. C'est pour ça qu'on aime l'approche nutrition et psycho pour le traitement des troubles alimentaires. Puis la personne peut, à ce moment-là, gagner confiance. Puis ultimement, peut avoir de règles. C'est ça le problème souvent, de ce que je comprends. Je vais reformuler un peu ce que tu me dis. Tu me dis si je l'ai bien ou si je ne l'ai pas du tout. Mais de ce que je comprends, c'est surtout l'idée que les gens vont négliger l'aspect processus de la chose. Ils vont juste penser que un plan va être ce qu'ils vont devoir faire, on va devoir suivre un nouveau plan alimentaire pour défaire leurs anciens patterns, mais tu sais que cette idée-là qu'il faut que ça soit une petite étape à la fois, mais là, ça devient du coaching jusqu'à un certain point par défaut, tu sais. Fait que cette métaphore-là est intéressante dans le sens que
la solution à ça, c'est vraiment de te faire suivre. C'est des problèmes, de ce que je comprends. Puis, Ben, ça, mais aussi, c'est le fait qu'il faut pas que les gens se mettent trop sur les épaules. Parce que les gens disent, OK, ben je reconnais ça, mais ils vont se mettre des attentes super élevées en disant, ben, si c'est juste ça, je devrais être capable de le faire tout seul ou je devrais être capable, d'arrêter mes règles alimentaires. Parce que souvent, les gens me le disent, je fais ça, mais je sais pas pourquoi, c'est pas logique ou il n'y a pas de rationnel, mais c'est ça une problématique alimentaire. Il n'y a pas de rationnel nécessairement dedans. OK. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que là, tu vas casser le frame logique de les choses doivent avoir un ordre. Il doit y avoir un sens dans la vie. Il doit y avoir une explication. Il doit y avoir quelque chose. Là, j'imagine quelqu'un qui a moindrement un désir de contrôle jusqu'à un certain niveau. On parle même pas d'un trouble alimentaire, mais juste quelqu'un qui est habitué à ce que l'univers égale 1 plus 1 égale 2. Là, tu arrives avec il n'y a pas nécessairement de rationalité, il n'y a pas nécessairement de mathématiques derrière ça. C'est assez. C'est assez. Pas cynique, là, mais c'est assez ironique un peu. Ouais, ben puis encore une fois, c'est souvent ces choses-là qui amènent beaucoup de souffrance. Puis, je pense que chez les femmes, on en parle beaucoup plus de problématiques alimentaires. Puis chez les hommes, c'est encore quelque chose de ouais. hyper tabou. Surtout, c'est dans un contexte d'entraînement, où c'est des gars de gym ou des amis, des chums de hockey. Puis, c'est dans le cadre de ma pratique, quand j'ai eu à donner mon impression clinique, qu'il semblait y avoir une problématique alimentaire, bon, un trouble de l'alimentation, ben souvent, c'est de la part d'hommes, c'est comme soulageant. Parce que, ah mon Dieu, je pensais que j'étais fou, je pensais que, je comprends pas pourquoi j'avais cette préoccupation-là. Mais on sait que, ça, c'est sûr que c'est plus prévalent chez les femmes que chez les hommes, mais quand on regarde les données scientifiques chez les athlètes, ben c'est quand même plus prévalent chez les hommes athlètes que chez les non-athlètes. Fait qu'on en voit quand même dans notre pratique, là. Ouais. Puis il y a un problème aussi. Là, je peux pas parler pour les femmes parce que je suis moins dans cette sphère-là, là, clairement, avec la barbe. Là. Mais tu sais, en termes de vraiment les hommes dans le milieu sportif, tu sais, il y a un certain shaming qui est fait aussi. Je te dirais qu'on voit beaucoup. Ben, qu'on voit beaucoup. Je sais pas à quel point on voit beaucoup. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai observé dans le passé où est-ce que t'es un homme, t'es fort, faudrait que tu sois capable de faire ça toi-même, de mettre les actions, tu t'entraînes pour ci, puis là, t'es comme les gars se font caler entre eux comme étant fat, puis c'est correct. Genre, c'est juste une joke, mais t'es comme, non, non, c'est fucking insidieux, ça, là. T'es en train d'instaurer des idées, puis tu bonifies cette relation-là que la valeur de la personne est avec son physique uniquement, tu sais. Puis là, on va tomber dans un autre contexte qui est la ligne encore plus grande avec, ouais, mais la perte de gras, si on se lance dans un autre extrême qui est mangez ce que vous voulez, acceptez-vous comme vous êtes, ben, tu vas avoir un impact où est-ce qu'il y a une grosse partie cardio-métabolique qui est à pas négliger, qui est quelque chose qui a des coûts quand même phénoménal, qui est une réelle problématique de santé qui doit être adressée à une échelle planétaire. Comment est-ce qu'on gauge ça? T'sais, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un traitement qui s'en va dans le sens pour que la personne ait une condition physique qui soit optimale, sans nécessairement creuser cette trou-là aussi, ou ce trou-là, là, je pense que c'est une en soi. Est-ce que tu améliores ta shape à des fins purement de santé, sans créer d'autres problèmes qu'on a parlé au début, tu sais. Mais je pense que c'est d'orienter davantage la démarche vers la santé et non le poids. Parce qu'à la base, dans le fond, on le sait qu'il y a des gens qui peuvent être en très bonne santé et avoir un poids plus élevé. Puis, à l'opposé, ça peut ne pas être vrai pour tout le monde aussi. Mais dans la mesure où, c'est que souvent, les gens, ils améliorent leur alimentation juste pour modifier leur poids. Fait que si, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, ben, ils arrêtent de suivre ces recommandations-là. Mais ça avait eu plein de bienfaits pour leur santé, s'ils avaient diminué leur fréquence au resto, s'ils avaient augmenté leur protéines végétales, s'ils mangeaient beaucoup plus de légumes, et qu'à un moment donné, le corps ne tente plus de moduler son poids, ben, si on avait eu une approche axée davantage sur la santé, ben, probablement que la personne aurait vu tous les bienfaits, outre le poids, de maintenir ses habitudes alimentaires-là. Je pense que c'est de faire la part des choses entre les deux. C'est pas, on ne s'alimente pas juste pour un poids, on s'alimente pour plein d'autres choses dans le fond aussi. Mais une problématique qu'on va souvent observer encore là avec des clients qui veulent perdre du poids, c'est parce que, comme tu as dit, on va tomber dans un cadre un peu plus large qui est de vraiment mettre des comportements en place puis instaurer une rouage de comportement. La motivation principale de la personne va être son poids. Fait que si on commence à étaper en disant voici ton profil hormonal, voici ton cholestérol, voici tous ces beaux marqueurs qui sont super bons, tu sais, ça la conscientise. Mais ultimement, c'est pas la raison qui fait qu'elle va dans cette direction-là pour l'écrasante majorité des gens. Fait que là, on va tomber dans un modifié discours interne. On va tomber dans essayer de déconnecter la personne de sa raison de progresser. Comment est-ce qu'on encadre quelque chose comme ça un peu?
Mais tu sais, je pense que chaque professionnel en nutrition a sa différente approche. Pour toi, c'est moins ma clientèle. Hein. Tu sais, moi, dans le fond, c'est pour ça que c'est moins ma clientèle, fait que je ne vais pas parler pour ce que d'autres feraient dans ce contexte-là. Mais tu sais, de façon générale, moi, je présente aux gens, dans le fond, tous les aspects que ces changements alimentaires-là vont avoir. Je ne dis pas que ça ne va pas avoir d'impact sur le poids, mais dans la mesure, c'est d'expliquer, quelqu'un qui ne s'entraîne pas ou qui ne s'entraînait pas à la base, c'est de voir tous les autres aspects positifs que l'entraînement a eu sur sa vie et non pas que c'est sur son poids. Fait que j'ai bien plus d'énergie au travail, je dors mieux, je suis capable de courir avec mes enfants dehors. Fait que, ça devrait peser beaucoup dans la balance pour maintenir l'activité physique aussi. Si je ramène la question plus à mes athlètes, ça ramène un peu au poids de performance. Fait que c'est quoi mon poids de performance optimal aussi? Ou des athlètes qui viennent me voir en disant il faut que ce soit plus bas, il faut que ce soit plus bas. Puis dans certains cas, ils disent oui, on peut, je peux t'accompagner à ce que ton poids diminue, mais en même temps, il faut que tu sois en restriction constante pour maintenir ce poids-là, je pense pas que ta performance, ça va nécessairement être améliorée au bout du compte. Non. Puis encore une fois, s'il faut que tu négliges, dans le fond, ton alimentation de récupération ou les principes de base en nutrition sportive pour te permettre d'atteindre un poids, ben là, c'est contre-productif. Parce que, OK, ton poids est plus bas, mais tous les autres aspects qui peuvent optimiser ta performance, dans le fond, tu les fais pas. Fait que c'est pas... je pense que notre rôle, c'est un petit peu d'éduquer aussi à la base par rapport à ces principes de base-là qui sont souvent plates à se faire dire, mais qui sont importants. C'est deux choses, je pense que je vais rajouter sur ça. Moi, j'entraîne beaucoup ma clientèle cible sont principalement des médecins, des professionnels de la santé, puis en entraînement, là, puis des entrepreneurs, mettons. Fait que c'est pas du monde qui était pris les premiers dans des cours d'éduc, typiquement. c'est des gens qui sont restés un peu avec pas des traumatismes, mais des préconceptions qui n'étaient pas physiques. C'est pas la clientèle de gym. Là. C'est du monde qui font venir l'entraîneur à eux parce que sinon, les chances qu'ils sont par eux sont assez minces. T'sais. Puis pendant la pandémie, j'ai eu des textos à répétition des gens qui n'ont pas nécessairement un amour prononcé pour l'activité physique, pour réaliser à quel point ça fait du bien de s'entraîner. T'sais. Fait que là, t'es comme ça, le monde s'en rend compte un peu en ce moment, avec l'idée que là, les gyms sont fermés, tout est fermé. Là. Fait que là, je pense que cette métaphore-là est vraiment intéressante, mais tu sais, à un niveau beaucoup, beaucoup plus micro en termes d'alimentation, on va retomber dans le monde du CrossFit un peu. Là. Juste, tu sais, qui est majoritairement un sport glycolytique. Ils sont prêts, les longues. La majorité de ce que tu vas faire dans une discipline de CrossFit va rouler sur ton système glycolytique, va rouler sur le diable en personne, ça va rouler ses carbs. En grande majorité, on est d'accord avec ça, right? Puis dans le monde du CrossFit, il y a les diètes qui s'enchaînent, back à back, sont toujours des maudites low carb. Ça a commencé à, pas des maudites, je ne vais pas amener une péjoration négative au low carb, mais tu sais, c'est toujours des diètes low carb. Tu sais, c'est toujours, ça startait avec zone, ça a commencé Katkin, ça s'est enligné avec zone, puis là, paléo a explosé, puis il y a eu une certaine tangente vers Ceto. Après ça, le monde s'est rendu compte que ça marche peut-être un petit peu moins, puis que là, ils ont retassé vers un paléo encore, là. Mais tu sais, tu arrives avec des... Ça va loin, là. Ça va vraiment loin, là. On parle de préconception qui sont juste des constats sociaux. C'est pas des choses mesurées. C'est des choses que les gens se disent entre eux, rentrent dans l'inconscient collectif, puis finissent par pour faire du CrossFit, il faut que tu fasses du low carb. Mais t'arrives à un point où est-ce que d'un point de vue physiologie, ça fait absolument aucun sens, tu sais. Fait que... Ah non, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, moi quand je faisais du CrossFit, ça a été la transition de la diète zone à paléo. Ah, t'étais là, ok. Ouais. Mais cette Je me souviens de ça. Ouais. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, j'ai fait mes cours de physiologie de l'exercice aussi, puis c'est de réfléchir justement aux bienfaits physiologiques, puis c'est pas... On ne trouve pas nécessairement son compte, mais je pense que c'est que les gens, c'est beaucoup plus facile de suivre des recommandations alimentaires qui sont dictées de l'externe. Quand on parle de se faire confiance, quand on parle d'écouter les signaux de son corps, c'est tellement subjectif, puis c'est tellement anxiogène pour beaucoup de gens que c'est beaucoup plus sécurisant de suivre les recommandations de quelqu'un d'autre ou de ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre aussi. Mais en même temps, avec du recul, on sait la culture des diètes, c'est les diètes qui s'enchaînent. Il y en a tout le temps une qui fait place à une autre, comme tu le disais, puis c'est juste que le nom, il change, mais au bout du compte, les principes sont relativement les mêmes.
On jase Atkins Zone, là, il y a eu une transition, là, mais la différence n'est pas majeure. Il n'y a pas eu grand-chose. Là. Mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante parce que, comme tu dis, ça replogue avec ton idée de tantôt qui est juste, c'est des inconscients collectifs. Le monde n'a jamais pris le temps de juste assimiler autre chose que ça, puis là, tu tombes avec la malédiction humaine. Tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que là, ta roue, elle tourne au même titre que ton anxiété amenait tes comportements qui créaient ton anxiété, tu sais. Fait que j'ai pas de misère à croire que pour des athlètes, c'est une roue que tu vois quand même assez souvent, tu sais. Puis, en une autre métaphore, t'as tellement plein de monde qui tombe sur des diètes low carb qui se sont jamais fait dire c'était quoi une carb. Ils savent pas c'est quoi une carb, mais ils savent qu'il faut pas qu'ils mangent de carbs. Fait que là, t'es comme. Là, je m'excuse, je vais du monde de l'entraînement. Dans mon monde, on dit des carbs, on dit pas des glucides. Là. Puis, mais tu sais, l'idée, c'est vraiment ça, pareil. T'arrives à un point où est-ce que ouais, ça va être important à un moment donné que la personne elle soit éduquée un peu sur ça. Là. Puis ça le valorise. meilleur exemple. Ouais. Pardon, j'ai dit le meilleur exemple, c'est les gens qui disent moi je suis low carb, mais qui ne mangent pas de féculents, mais qui mangent 45% de fruits par jour. Ça, Ce qui est mauditement fréquent, hein, sérieusement. Le monde s'en rend pas compte à quel point de. Oui, c'est vrai. Puis d'un point de vue purement, tantôt tu as fait la différence entre des problématiques et des troubles. Je sais pas si tu as vu une augmentation des troubles alimentaires. Je pense que les problématiques sont à la hausse de ce que j'ai compris, mais encore là, ça fait un petit bout qu'on a parlé de ça. Là. Moi, j'ai beaucoup de cas sévères de troubles alimentaires Ok. cliniques diagnostiqués en ce moment aussi. Puis je te dirais, c'est le diagnostic chez les athlètes, encore une fois, c'est pas, comme tu connais, on n'émet pas de diagnostic, c'est au niveau du médecin. Mais souvent, dans le fond, il y a beaucoup de confusion entre anorexie et boulimie. Parce que quelqu'un qui est anorexique, dans le fond, peut avoir des crises de boulimie puis avoir des vomissements. Mais la grande différence, dans le fond, entre l'anorexie et la boulimie, c'est le poids. Fait que si on est en sous-poids. Sauf que, encore une fois, beaucoup de gens, les critères diagnostiques ont changé dans la mesure où je peux te lire, dans le fond, la phrase par rapport à ça. C'est restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins, conduisant à un poids significativement bas en fonction de l'âge, sexe, développement et santé physique. Et ça, un poids significativement bas. Puis on s'entend que c'est assez subjectif, hein? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de professionnels vont se baser sur l'IMC. Mais l'IMC, chez un athlète, ça ne fonctionne pas parce que sa masse musculaire, dans le fond, elle va être supérieure, c'est que le poids va être un peu plus élevé. Mais si on regarde, la personne est en déficit calorique de façon vraiment importante, puis surtout si elle s'entraîne encore beaucoup. Fait qu'on a beaucoup plus des cas d'anorexie, dans le fond, avec ces crises de boulimie, avec vomissement, que des cas de boulimie où le poids est relativement normal. Fait que ça, c'est des choses où, si le diagnostic, à la base, n'est pas émis de façon optimale, on a plus de difficultés à avoir l'engagement de l'athlète pour gagner du poids. C'est ça la grande nuance au niveau du traitement. Pour l'anorexie, si on veut que les préoccupations diminuent, si on veut que l'anxiété diminue, si on veut que les crises de boulimie diminuent, il faut que le poids augmente. Sinon, ça ne fonctionne pas. Versus en boulimie, si le poids est relativement optimal ou normal, entre guillemets, à ce moment-là, on n'a pas besoin de viser un gain de poids nécessairement. Fait que, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des distinctions à faire, mais moi, dans mon pratique, je vois clairement une augmentation des cas cliniques sévères, très sévères. Ouais. Je serais curieux, est-ce que tu veux aller vers ça ou est-ce que tu trouves que ça n'a pas vraiment d'importance de c'est quoi que tu définis par sévère? Jamais tu te dis, ça n'a pas rapport, on n'en parlera pas, mais je serais curieux, c'est quoi un sévère en ce moment? Est-ce que c'est un léger ou c'est quoi cette échelle de classification-là que je connais pas? Là? Ben, moi, quand je parle de sévère, je parle qu'ils sont proches de l'hospitalisation. OK, oh shit, OK, ouais. C'est plus sévère à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment au niveau médical. On va définir la sévérité. Fait que c'est sûr que si je parlais... Tu vois des gens qui sont... Excuse-moi, je t'ai coupé, je suis vraiment désolé. Tu vois des gens qui sont limite hospitalisés, qui performent quand même au plus haut niveau? Oui, c'est ça qui est délicat. Il y en a qui sont arrêtés de l'entraînement. Il y en a, mais comme je disais, en fait, c'est ça. Il y a un médecin. Il y a un médecin sportif quand on est capable, je veux dire, dans le contexte, que ce soit un médecin sportif qui suive notre athlète ou artiste, c'est sûr que c'est toujours mieux. Sinon, c'est pour que ce soit quelqu'un qui connaisse la performance, les enjeux des sportifs. Mais tu sais, il y a deux choses. Si on a, mettons, un athlète qui a beaucoup de vomissements, puis ses niveaux de potassium sont très, très bas, mais c'est sûr que ça peut provoquer des problématiques cardiaques, des arrêts cardiaques. C'est sûr que dans ces contextes-là, il y a une gravité. Fait que ça... on est rendu loin de mange 2 légumes par jour. Là. On est rendu loin de ça.
Ben, tu sais, il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect aussi que dans les cas d'anorexie, ben souvent, tu sais, à un moment donné, ils vont avoir des pertes de confiance, ils vont avoir des palpitations cardiaques, ils vont, tu sais, leurs signes vitaux vont être affectés, leur fonction rénale va être affectée. Fait que ça, c'est des cas sévères. OK. C'est vraiment, vraiment excellent. Comme, j'ai, pour des cas moins sévères ou des cas. Dans le fond, le cas sévère est vraiment défini par une atteinte potentielle à la vie. C'est ça qui définit ton cas sévère. Tandis qu'un cas plus léger serait tu sens que c'est présent, que c'est pas idéal, puis que ça nuit à... Est-ce que c'est les mêmes critères que tu as dit tantôt, dans le sens que ça nuit à ta capacité fonctionnelle, puis ça nuit à ta performance, puis c'est plus ça? Je pense qu'au niveau de la détresse de la personne, ça Ouais. va être aussi important. C'est plus nous, dans notre jargon de pratique, là, on va considérer vraiment un cas sévère. Ou moi, quand je parle de cas plus sévère, c'est un cas qui va être plus proche de l'hospitalisation. Puis c'est pas juste l'hospitalisation, c'est temps plein, il y a des programmes de jour. C'est la première chose qu'on fait. C'est un programme de jour, c'est que les gens, dans le fond, ils passent leur journée là-bas, mais ils restent, c'est qu'ils dorment à la maison. Puis chez les plus jeunes, mais c'est sûr qu'il y a l'hospitalisation qui est envisagée plus rapidement aussi. Mais il y a des longues listes d'attente. Dans certains cas, ben, on les voit à l'externe, mais on les voit très, très fréquemment. C'est des cas d'habitude, de façon générale, dans le traitement des troubles d'alimentation, ils sont suivis à toutes les semaines. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un suivi régulier. Ah ouais. Puis j'imagine qu'avec la COVID, en ce moment, tous les aspects plus médicaux du système de santé, ben pas nécessairement médical, toutes les différentes spécialités ont toutes pris un peu de retard, puis c'est plus dur de revenir parce que la COVID prend encore plus de place. Fait que j'imagine que ce processus-là, en ce moment, euh, est empiré ou a des bâtons dans les roues jusqu'à un certain point, là, je pense. C'est une question, là. Ben, en fait, tu sais, le journal Le Devoir, il y a quelques semaines, qui a fait un article, justement, je pense qu'ils ont interviewé les gens de Sainte-Justine, puis auprès des adolescents, des enfants, ils ont vu avec la COVID une augmentation vraiment marquée des cas d'hospitalisation dans leur unité de troubles alimentaires. Fait que c'est des choses qui se passent clairement en ce moment. Puis au niveau des psychologues, ben, on le sait, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi occupés. Fait que c'est sûr qu'il y a des délais d'attente. Non, ça n'a pas rapport, là. Moi, j'ai essayé de reprendre rendez-vous avec ma psychologue entre le premier et le deuxième confinement. Puis généralement, je suis capable de l'avoir entre 2 et 3 semaines de délai. Puis là, il est rendu à 2 ans d'attente. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est pas sévère, là, ma vie est pas atteinte, c'est juste, c'est dur quand même d'être un entrepreneur dans le COVID à un moment donné, là. L'incertitude devient lourde jusqu'à un certain point. Et je me dis, ça me ferait vraiment du bien. Fait que c'est pas sévère. Mais je me dis, moi, j'en aurais vraiment besoin, là. Je serais dans la merde, là. Ça irait pas bien en ce moment. Fait que, tu sais, c'est tous les rouages du système de santé, c'est. Moi, c'était un post qui avait été fait par Claudia Hull. Si t'écoutes Claudia, on te salue, on te fait dire qu'on t'aime. Fait que, on t'aime, Claudia. Claudia a fait un post sur le diabète au début de la pandémie. Elle disait, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y a plein. Je sais pas, elle avait sorti ce chiffre, là, je connais pas le chiffre, là, mais elle avait dit, mettons, il y a tel nombre de gens diabétiques qui se font diagnostiquer par semaine, par jour, par mois, je ne me rappelle pas de son chiffre. Puis comme là, avec la COVID, là, on va nous échapper une coupe, puis il y a des gens qui vont carrément mourir. Pas à cause qu'on n'est pas capable de traiter, juste à cause qu'il y a cette affluence-là vers le système de santé. Tu es en train d'empirer toutes les petites affaires qui ont de la misère à fournir. Fait que tu sais, tu arrives à quelque chose d'aussi, je ne veux pas dire petit, parce que c'est une sérieuse problématique, mais tu sais, l'incidence réelle par rapport aux maladies cardiovasculaires est assez faible en importance. Là. Fait que tu arrives avec un plus petit département qui est. Fait qu'imagine à une plus grosse échelle à quel point il va falloir que ça. Les conséquences sont là potentielles, là, je pense. Là. Tout à fait. Puis en même temps, quand on regarde toutes les maladies mentales, les troubles alimentaires, oui. c'est celles avec le taux de mortalité le plus élevé. Ah ouais? Fait que c'est quand même à ne pas négliger. Je ne savais pas. Ouais. Je savais pas, ouais. OK. OK. Ben, ça va être une problématique. Je pense je vais en profiter pour faire une plug. Là. Tu sais, tu me payes pas pour faire ça, là, mais je pense que j'en ai dit au début, j'ai fait cette erreur-là. Là, j'ai donc attendu, donc pensé que j'étais capable de le faire. Puis jouez pas au sauveur. Là. Si vous arrivez avec des problématiques que vous n'êtes pas capable d'identifier, que vous pensez que ça peut être ça, envoyez un nutritionniste spécialisé là-dedans. Niaisez pas avec ça. Ou un psychologue si vous êtes capable. Mais des psychologues, je te dirais, moi, spécialisés là-dedans, à Trois-Rivières, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, mais à Trois-Rivières, j'en connais pas. Puis, tu sais, je pense envoyer des nutritionnistes spécialisés là-dedans parce que avec toutes les conditions en dessous, ça peut devenir un réel problème qui va empirer solide, là, je pense.
Si je peux ajouter quelque chose, je pense que l'aspect positif de la COVID, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses en ligne. Fait qu'effectivement, en région, il y a beaucoup moins de psychologues spécialisés, sauf que maintenant, il n'y a aucune problématique au fait d'aller consulter virtuellement quelqu'un qui est à Montréal ou qui est à Québec. Fait que les ressources sont là. Puis je pense que même si c'est des listes d'attente, je veux dire, ça vaut la peine de se mettre sur les listes d'attente aussi. Puis des fois, en nutrition, on travaille avec certains psychologues. Fait que des fois, avec un professionnel, mais plus rapidement, on peut avoir accès à l'autre aussi. Donc, peu importe des délais, mais c'est d'aller chercher de l'aide. Ça peut avoir la peine. C'est vraiment. Puis tu sais, c'est beaucoup la thématique, c'est beaucoup les choses que moi j'ai appris juste pour ramener les trucs que j'ai fait un petit retour sur le podcast qu'on a fait. Tu sais, as parlé beaucoup d'être conscient de ça, que c'est la première étape. Tu sais. Puis c'est vrai que par définition des comportements, c'est surprenant à quel point c'est inconscient, mais tu sais, juste d'amener un œil externe sur c'est quoi ma relation avec l'alimentation, c'est quoi comment est-ce que je fais, d'être conscient de ça, puis après ça, de se rendre compte s'il y a un problème, est-ce que ça prend de la place. Juste ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Tu sais. Après ça, de jumeler un peu ta réalité à ça, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter que je sais pas à quel point il y a des gens élites qui écoutent, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde que ça prend une énorme partie de leur vie, puis qu'à l'autre extrême, si la personne, mettons moi, puis je suis à un très petit niveau là-dedans, mais tu sais, moi, si je performe pas bien dans mon entraînement, je vais être moins optimal la journée. Parce que c'est une de mes valeurs très, très avancées. Je suis entraîneur de manière professionnelle quand même, là, fait que je pense que c'est quand même assez haut dans mon échelle de valeur. C'est mon moment pour moi, c'est là que je me ressente. Fait que si je prends trop de poids, si je mange pas bien, si, comme tout le monde, ça m'arrive de l'échapper dans l'alimentation, d'avoir une moins bonne journée, je performe moins bien, ça te joue dans la tête, tu sais. Fait que cette espèce de réussir à ramener ça selon la réalité des gens, c'est là que tu fais voir, c'est plus complexe qu'on pense, là, je pense. Là. Tout à fait. Puis c'est ça, fait que ça, je pense que c'était super intéressant. Si jamais les gens ont des questions, merci beaucoup d'avoir été là, c'était super apprécié. Est-ce qu'il y a n'importe quoi sur lequel tu veux laisser les gens? Y a-t-il des choses que je t'ai pas questionnées que tu aimerais se ramener? Des derniers points avant qu'on y aille? Dernier point, en fait, justement, mon projet de la pandémie, j'ai justement mis sur pied sur les réseaux sociaux des informations. En fait, c'est pas une autopromotion de service, mais c'est vraiment, dans le fond, sur ma page Instagram. C'est correct, on est pro-capitaliste, nous autres. On aime ça, le capitalisme. Alexia Baramba, Performance Nutrition. Ça, c'est mon Instagram. Puis majoritairement en anglais parce que ma clientèle est un petit peu partout dans le monde. Puis sur mon Facebook, c'est bilingue. C'est Alexia PhD, Nutrition et Performance. Donc, encore une fois, je mets différentes informations par rapport pour les athlètes. Ça vous intéresse. Qui sont les gens qui écoutent cette conversation-là? Ça fait 3 fois, si vous pensez que vous avez un problème, s'il y a n'importe quoi à laquelle vous sentez que vous n'êtes pas dans, n'hésitez pas à aller voir un professionnel là-dedans, soit Alexia, soit n'importe qui peut vraiment vous aider. Là, je pense que ça a beaucoup de valeur, puis c'est souvent, comme tu as dit tantôt, négligé. Au mieux tabou, au pire carrément négligé, puis souvent minimisé, je pense, là, comme problème. Là. Fait que, et dans le contexte actuel, ça serait logique que ça allait sortir puis que c'était pas là avant. Fait que, être conscient de cette réalité-là. Puis même chose pour les entraîneurs, comme tu as dit, tu as donné toutes les informations que le monde avait besoin sur avoir le radar allumé au début, je pense. Là. Fait que, soyons conscients de ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires sur le podcast, si vous avez apprécié, vous savez que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager sur les médias sociaux, à faire une petite story sur Instagram, sur peu importe le média que vous écoutez. Ça fait une grosse différence en visibilité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager le nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Ma fréquence est un peu fucked up en ce moment, mais théoriquement, je sors un truc à toutes les semaines. Nouvel épisode de la Confrérie de Métal à chaque semaine. Si vous avez des questions pour moi, Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum HV, Facebook, Instagram. À la semaine prochaine, tout le monde.